Je- Merci beaucoup de nous convier. Alors pour Marcella, c'est plus habituel que pour moi. Donc merci d'être venu nous écouter. Tu n'as pas dit que tu venais chez nous. Ben, j'ai pas osé. J'ai pas voulu tout dire tout de suite, si tu veux, parce que... Alors nous, on a un staff ensemble et on se fait observer par Sylvain. On est très contents parce qu'on s'intéresse aussi à la prise de décision et comment les décisions sont prises dans un staff. Où on va décider qui va faire un diagnostic prénatal ou pas et comment cette décision va naître et qu'est-ce qui va être dit. Et donc, merci d'être là pour ça. Donc, je suis contente que pour une fois, c'est pas... C'est vous qui observez. on donnera en tout cas quelques idées d'observation qu'on a fait avec Marcella. Donc, je débute, mais c'est pareil si... Tu interviens, vous intervenez, mais je crois que ce n'est pas votre habitude, mais surtout faites-le. Et je suis contente aussi, Stéphanie est là, parce qu'elle aussi, elle travaille à notre consultation, donc tu pourras compléter si j'oublie. Mais on a pensé avec Marcella de vous présenter une consultation un peu particulière qui, notre titre qui nous a été donné par Sylvain est parentalité et risque de transmission génétique. Pour moi, c'est presque un... Pourquoi dire en double que les parents transmettent la maladie, puisque la maladie est forcément transmise par les parents. Comme dirait Josué Feingold, c'est une question de sexualité, la génétique, et c'est un peu vrai. Donc, je n'ai jamais pensé de mettre les parents devant la transmission parce que c'est tellement évident pour moi que de l'avoir vu comme ça quand tu nous l'as mis et quand je l'ai mis sur papier, je me dis pourquoi on dit cette double chose, mais peut-être c'est important d'en parler. Donc, on va vous présenter notre consultation de diagnostic présymptomatique pour des personnes qui ont des maladies qui débutent à l'âge adulte et comment nous l'avons conçu, comment nous l'abordons depuis maintenant 25 ans, hein, Marcella. Oui. Et on va vous donner des notions de ce qu'on pense être important pour prendre en charge ces personnes et vous montrer aussi un film d'une jeune femme qui a fait le test et qui raconte très bien, pour que vous l'entendiez bien, comment ça peut se passer en consultation. Mais d'abord, je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion pour qu'on puisse discuter ça ensemble. Et la première question qu'on peut se poser, quand débute une maladie héréditaire ou génétique ou une maladie neurologique qui ne commence pas dans l'enfance, pas à la naissance, on n'est pas chez un fœtus, on est chez quelqu'un qui est né avec son gène défectué et qui va, à un moment donné, dans sa vie, commencer des signes cliniques et là, un neurologue va être là, un médecin va être là, il va dire voilà, la maladie a commencé. Mais tout ce temps avant, il se passe des choses. Et quand on a découvert des gènes responsables et des mutations sur tous ces gènes, mais des mutations des gènes responsables d'une maladie qui vont se déclencher à un âge 50, 60, peut-être 30, on ne sait pas très bien, on peut le faire n'importe quand, ce test, pour dire que la maladie va venir un jour. Donc, pour les chercheurs que nous sommes, enfin, quoi, pour moi, c'est très important ce qui va se passer ici parce que ça sera peut-être un jour la cible pour le traitement véritable de ces maladies-là pour qu'ils ne se déclenchent jamais. Mais actuellement, on est dans, comme me disait une personne qui a fait le test, on est entre deux. On peut faire un test pour une maladie grave, on sait que cette maladie va se déclencher, mais on ne sait pas prévenir. Donc, on n'est pas au bon moment. Il faudrait pouvoir déclencher la maladie ou dire que la personne est porteur ou porteuse et va déclencher la maladie et traiter immédiatement, tout de suite. Ce qui n'est pas le cas pour des maladies dont on va vous parler. Quel type de test on parle? Donc, je vous ai mis ça un peu comme ça, juste pour qu'on ne mélange pas, parce que souvent, les personnes qui ne font pas de la génétique tous les jours le mélangent un peu. On peut utiliser un test génétique parce qu'on veut confirmer une maladie qui est là. Mais on n'a pas besoin du test génétique pour dire c'est cette maladie-là. On n'a pas besoin d'un test génétique pour dire il a une maladie de Parkinson, c'est évident.
Mais s'il a une forme génétique de la maladie de Parkinson, on a besoin du test génétique pour confirmer quelle est la transmission de la maladie dans la famille. Mais ce n'est pas pour dire quelle maladie c'est, vous voyez? Mais on l'utilise comme un autre test pour confirmer quelque chose. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler des tests prédictifs chez un apparenté de quelqu'un qui a cette maladie. Prédictif n'est pas le bon terme, je pense, et on en a beaucoup discuté avec Marcella. On peut dire que c'est pré-symptomatique parce que c'est avant les symptômes, pas prédictif parce qu'on ne prédit pas grand-chose, et ça, on va en discuter ensemble. Et puis, il y a le prénatal, bien sûr, qui est décliné par rapport au test pré-symptomatique, parce que quand on sait qu'on est porteur d'une anomalie génétique, on va pouvoir la détecter aussi chez nos enfants, donc on devient parent qui transmet. C'est là la parentalité peut-être. Et puis il y a d'autres façons de le faire, et j'ai un terme que je ne voudrais pas utiliser là, et je voudrais que vous fassiez attention, enfin pas attention, mais si vous rencontrez ces termes-là, dépistage, on ne dépiste pas ces maladies-là, parce que dépister, ça voudrait dire traiter. Pour moi, dépister, c'est justement ce moment-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'ensemble, c'est-à-dire au moment où on fait le test génétique pour dire que quelqu'un est porteur d'une anomalie génétique, à ce moment-là, on va traiter. Ça, c'est du dépistage. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les maladies dont on fait du diagnostic présymptomatique à la consultation. Donc, quels sont les enjeux de ces tests pour nous et pour les personnes qui viennent, bien sûr? Mais déjà, pour nous, pour prendre en charge les demandes qui ne viennent pas de nous, parce que ça, c'est une information aussi clé. Dans le test de confirmation dans une maladie donnée, où j'utilise le test génétique comme un autre test diagnostique, c'est le médecin qui va décider de quel test on va faire. Là, dans le cas des tests pré-symptomatiques, c'est plutôt la personne à risque qui va demander. Et il n'y a pas vraiment d'indication médicale, et on va en rediscuter après. Mais dans ces tests prédictifs, mais aussi diagnostiques, parce qu'à un moment, on va avoir une espèce de overlap, c'est surtout des incertitudes qu'on va véhiculer. Si j'ai cette mutation-là, est-ce que ma maladie va être exactement comme celle de ma mère? Est-ce qu'elle va être différente? Est-ce qu'elle va s'exprimer de la même façon, au même moment? Est-ce que chez les femmes, chez les hommes, c'est pareil? Et on ne sait pas toujours le dire. Et je vais dire un mot de l'expressivité très variable des maladies génétiques, particulièrement celles qui sont autosomiques dominantes, donc qui se transmettent d'une génération à l'autre, qui se prêtent aux tests présymptomatiques. Et puis, il y a dans les tests prédictifs, comme je disais, la problématique de l'absence de prévention qu'on peut proposer. Donc, comment prendre en charge quelqu'un à qui on va annoncer qui est porteur d'une anomalie génétique et qui va développer une maladie sans pouvoir lui proposer une prévention. Je vais vous prendre quelques exemples. Dans les incertitudes, quant à l'âge de début, par exemple, de la maladie. Est-ce que ça commence toujours au même moment? Je prends un exemple, maladie d'Alzheimer. Il y a certaines formes génétiques qui se transmettent donc d'une génération à l'autre, qui commencent en général selon le gène qui est sous-jacent et les mutations, dans une fenêtre assez petite, c'est-à-dire plutôt autour de 50 ans, pas à 80 ans. Donc ces formes génétiques, c'est toujours très jeune. Donc là, on a un âge début assez ramassé. Mais il y a d'autres maladies en âge début qui va de la petite enfance jusqu'à un âge très avancé. Donc sur l'âge des débuts, de dire quelqu'un, quand il est porteur d'une anomalie génétique, à quel âge il va commencer, on n'a aucune espèce d'idée. Et je vous montre un arbre généalogique là, un peu pour vous l'illustrer. Donc, vous ne savez peut-être pas le lire, mais je vous montre. Donc, les ronds, c'est des femmes. Et quand ils sont noirs, ils sont malades. Donc, par exemple, tous ceux qui ont un cercle jaune, ils ont commencé la maladie après 30 ans. Ceux qui ont un cercle rouge, avant 20 ans. Donc, c'est quand même pas pareil de commencer une maladie après 30 ans ou avant 20 ans, vers 10 ans ou à 50 ans. C'est pas tout à fait pareil. Pourtant, dans cette maladie et dans cette famille, c'est une seule et unique mutation. Et puis, il y en a en vert, ceux qui commenceront jamais. Ça, c'est la pénétrance incomplète. Elle nous sauve parfois en consultation, mais elle n'est quand même pas si fréquente que ça dans certaines maladies dominantes. Donc ça, c'est l'âge début, la grande variabilité. La deuxième
c'est la variabilité d'expression clinique. Et elle est extrême et on en parle souvent. Il y a un gène, par exemple, qui est de découverte récente, on ne pensait pas qu'on allait encore découvrir un comme ça, qui donne soit un SLA, donc une maladie gravissime, où on meurt en quelques mois, maximum quelques années, ou une démence frontotemporale, avec un syndrome frontal sévère, ou les deux, et on ne sait pas. Même gène, même mutation, et on ne peut pas dire à quelqu'un qui va faire un test présymptomatique qui a un père qui est mort d'une SLA, on découvre chez le père qui a cette mutation-là. Les enfants viennent pour connaître leur statut, et quand ils me demandent, mais si je suis porteur, je vais avoir la même maladie de mon père? Je ne sais pas. Peut-être, mais peut-être ça sera plutôt une démence ou les deux. Et je ne peux pas le dire, je ne sais pas vraiment aujourd'hui. Et je ne sais pas si on saura un jour. Donc cette expression clinique très variable est quand même très particulière. La deuxième chose, c'est, mais Alexandra, d'accord, on parle des maladies neurologiques et tout ça, mais peut-être il faudrait réfléchir à d'autres maladies où un test génétique peut nous emmener à une certaine prévention. Alors, qu'est-ce qu'il serait le diagnostic présymptomatique dans certaines maladies avec un bénéfice médical véritable? Alors, je ne sais pas, je vous demande si je prends BRCA1, cancer du sein de la femme, une pénétrance relativement élevée. Est-ce que vous trouvez, si vous avez ici une ligne, imaginons-nous, de 0% de possibilité de prévention, je ne peux rien faire, maladie d'Alzheimer génétique, qu'on est porteur, je ne peux rien proposer. 100% de prévention possible, une intervention chirurgicale pour un cancer donné, d'accord? Où est-ce que vous mettrez quelqu'un qui est porteur BRCA1? À combien? 80? Qui a dit ça? Pourquoi? J'enlève les ovaires, les seins, tout, avant 30 ans. Les ovaires tuent. Ah, c'est plus Angela Jolie, j'enlève tout. C'est dur pour les femmes, ouais. Et c'est pas ce qu'elles font d'ailleurs. Non. Voilà, mais je ne sais pas, hein, moi je trouve que la prévention n'est pas parce qu'on peut opérer, je ne suis pas sûre que ce soit 80%. Alors moi, je l'ai mis là, hein, à 50, parce que je trouve que bon, les ovaires, on peut les enlever, on peut encore laisser peut-être venir un bébé, puis après on peut les enlever, enfin, on peut les surveiller, on peut essayer. Et est-ce que le simple fait de pouvoir surveiller la maladie et donc potentiellement la traiter plus tôt au moment de son apparition, est-ce que ça compte comme un bénéfice médical ou pas? Ah, c'est toute la question. Je ne suis pas sûre parce que il y a certaines surveillances qui sont compliquées. D'accord? Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas pour ça qu'on va mieux traiter. Je disais ça pour les ovaires parce que même vous pouvez regarder l'ovaire tous les jours. Hein, enfin, ce n'est pas ce que vous allez faire. Mais en 6 mois, vous pouvez développer un cancer qui n'est peut-être pas récupérable. C'est difficile la surveillance. C'est encore plus extrême, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques. Vous savez, le footballeur qui tombe dans un stade. Il y a certaines mutations de certains gènes qui sont attachés à des morts subites. Comment je préviens une mort subite? On a eu dernièrement le cas où il avait déjà son pacemaker, on lui a dit non, non, vous ne pouvez pas, et bien, il a fait sa mort subite. Et la famille nous demande, mais pourquoi? On savait, il était porteur, on lui a mis on l'a surveillé, on a mis ce qu'il fallait, ben il est mort. Moi, je ne sais pas, on ne peut pas, forcément, la prévention n'est pas forcément idéale. Elle est pas mal pour la polypose colique familiale. On enlève le côlon avant 14 ans. Mais c'est un moment aussi, à 14 ans, voilà, tu peux avoir de côlon. Voilà, donc je les ai mis là, mais justement, c'est une discussion qu'il faut avoir en tête, je pense, quand on propose ces tests présymptomatiques et quand on les manipule en consultation et aussi dans les médias, comme c'est beaucoup manipulé, je pense qu'il faut bien y réfléchir. C'est pas facile. Je vous ai mis quelques maladies là, juste pour vous en trouver quelques copains un peu comme ça, où vous imaginez qu'on peut faire, mais la plupart de ces maladies que vous avez ici sont des maladies rares, et donc ça concernera de toute façon qu'un petit nombre de personnes qui vont être exposées à une maladie dominante claire, où vous pouvez proposer un test génétique. En oncogénétique, puisqu'il y a une
prévention soi-disant et une surveillance un peu meilleure, on l'a, mais en neurologie et en neurogénétique, qui est notre domaine, enfin le mien en tout cas, voilà les maladies qu'on voit. Alors la première et la plus fréquente, c'est la maladie de Huntington, et on en a parlé tout à l'heure. Tout le monde ne la connaît peut-être pas ici, mais c'est une maladie avec des troubles cognitifs et psychiatriques importants, parfois de début très tardif, et à ce moment-là, parfois même pas diagnostiqués, parce que les gens sont un peu nerveux, ils bougent un peu et ils sont un peu bizarres. À 80 ans, ça va, mais quand la maladie commence à 30 ans, ce qu'elle fait habituellement, c'est pas tout à fait pareil. Et pour les autres maladies, c'est plus en plus rare, vous en trouvez quelques-uns. Alors, dans quelle situation sommes-nous avec Marcella à la consultation quand on rencontre quelqu'un? Donc, vous retrouvez un arbre généalogique ici. Donc, en plupart du temps, c'est cette personne-là qui est donc blanc, donc pas malade. On est donc en contact avec des gens qui ne sont pas malades. Donc, je répète, on n'est pas dans un test génétique confirmation, mais dans un test génétique présymptomatique, qui vient demander un test, lui. Et son père est malade, comme son oncle. Et la grand-mère est morte de la maladie, donc il sait exactement ce qu'il attend. Il n'a pas du tout besoin qu'on lui explique la maladie. Il sait. Il veut savoir, mais la particularité là, c'est c'est une maladie à révélation tardive. Donc quand il viendra, il aura probablement déjà des enfants. Je vous dis ça parce que le réflexe habituel est souvent de dire mais ils font ce test parce qu'ils ne veulent pas le transmettre à leurs enfants. Oui, mais la plupart du temps, ils ont déjà des enfants. Quand ils apprennent la maladie de leurs parents, parfois, tout ça, c'est déjà fait. Donc on est dans une situation à risque comme ça. Alors qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on propose de les rencontrer et comme je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'indication médicale parce que dans ces maladies-là ou dans la maladie de Huntington ou dans d'autres maladies neurodégénératives, il n'y a pas vraiment de prévention à proposer. Donc, il n'y a pas d'indication médicale de faire ou de ne pas faire le test. Finalement, le choix est le sien. Et je pense que ça, c'est quelque chose que d'abord, les patients en général, même s'ils ne sont pas vraiment des patients là encore, ne sont pas habitués à prendre leur-même la décision. Donc déjà, il faut leur dire que c'est à eux de voir à quel moment, s'ils le veulent, avec qui, quand, comment, enfin tout ça, ils peuvent le décider et trouver leur timing eux-mêmes. Donc on leur propose une première consultation avec le généticien qui s'occupe de la maladie ou le spécialiste de la maladie pour bien, qu'on ne dit pas n'importe quoi non plus en consultation sur les questions qu'ils peuvent avoir. Et donc faire une information pour savoir si ils ont toutes les clés en main pour prendre une décision s'ils veulent savoir ou pas. Après, il y a, et c'est ça où on disait qu'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, mais en lien. Marcella interviendra ou Stéphanie après pour accompagner leur démarche de faire ou de ne pas faire. Et ce n'est pas la question de, comme je leur dis, de mettre un tampon là, il est apte, il est capable, il n'est pas déprimé, il va bien, tout ça. Ce n'est pas la question en vrai. La question, c'est est-ce qu'on est capable de l'accompagner après le résultat? C'est plutôt ça la question. Comment on va faire pour tricoter quelque chose qui lui permettra de ne pas être, après le résultat, un peu trop seul et trop projeté avec un futur un peu trop près. La décision est après prise par lui et décision et prise de sang et résultat, c'est un peu la même chose. Les gens ne viennent jamais ne pas prendre leur résultat. Ce qu'ils font, c'est de ne pas faire la prise de sang. Parce qu'au moment où ils ont fait la prise de sang, le résultat est quelque part. Ils ne sont pas idiots. Nous non plus, d'ailleurs. Donc, ce qu'ils font, c'est soit décider à partir de cette réflexion qui peut être une phase longue, qui peut durer des années s'ils le souhaitent. Moi, je leur impose en rien. Après, ils décident à un moment donné de faire la prise de sang et de venir chercher le résultat. Et on peut imaginer, et ça c'est, je prends un peu, avant de, Marcella va en parler plus en détail, mais la question,
c'est la conséquence de cette prédiction qu'on va imposer à la personne à risque. Donc, il y a des gens qui sont malades du risque, et je pense que tu vas en parler peut-être plus après. Donc, quel est ce risque au quotidien et comment ils le vivent? Je vais l'être ou je ne vais pas l'être? Est-ce que je vais être comme mon père, comme ma mère, selon qui a la maladie? À quel moment? Et comme tu diras, ou tu dis, souvent, c'est un doute au quotidien qui peut être un moteur, mais peut-être aussi une paralysie. Je ne sais pas. Après, quand on connaît son résultat, si ce résultat est favorable, comme vous pouvez voir, on n'utilise jamais positif ou négatif, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ben, dans un cas de résultat favorable, comme le dira très bien Marcella après, il faut un peu de temps de guérir ce temps de risque qu'on a quand même vécu, pas depuis 2 secondes, mais depuis pas mal d'années, puisque la maladie familiale, elle est là depuis un petit moment. Et puis, quand on a un résultat défavorable, bien sûr, quand on est porteur, c'est ça que nous craignons. La difficulté de se distinguer d'être simple porteur ou d'être malade déjà est compliquée. Et on va en reparler après. Donc moi, je veux juste vous donner quelques faits marquants peut-être pour nous depuis 25 ans de ce diagnostic présymptomatique. Vous dire ce qui nous a marqué au long de ces années, ce qu'on a appris avec les personnes qui viennent faire le test. Le 1, c'est les demandes restent rares. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout parce qu'il y a un test, les gens vont se jeter dessus. Pas du tout. C'est même tellement rare que c'est entre 5 aux États-Unis jusqu'à 25% dans l'Europe du Nord. Chez nous, à peu près 20% des personnes à risque vont demander un test. Donc, ce qu'on vous raconte là, finalement, on parle de minorité. On ne parle pas du tout de ceux qui restent dans être à risque, de ne pas savoir s'ils sont porteurs ou pas porteurs, mais qui restent dans ce statut-là. On vous parle de ceux qui veulent savoir. Donc, je pense que c'est important de jamais oublier que c'est juste une petite minorité de ceux qui veulent savoir. Et on a regardé, ça c'est la consultation à la Salpêtrière. Donc, vous voyez, en bleu, c'est les personnes qui sont venues. Par exemple, là, en 2004, il y a eu 121 personnes qui sont venues demander le test. Et vous voyez en vert ceux qui ont fait le test. C'est-à-dire qui ont eu le résultat. Et sur les 85 là en vert qui ont eu le résultat, il y a la moitié qui sont porteurs. La moitié sont soulagés parce qu'ils ne sont pas porteurs et c'est fini pour eux et oups. Et l'autre moitié l'est. Donc vous voyez, jusqu'en 2000, ça a bien augmenté parce que l'information est passée dans les familles. Internet est arrivé, on savait qu'on pouvait faire un test. Étonnant d'ailleurs que c'est arrivé que là, je suis assez d'accord. Et depuis, ça reste assez stable. Sur chaque année, là on est en 2016, il y a 100 par an, avec à peu près toujours 70, peut-être 80%, parfois un peu moins, de personnes qui font le test, vraiment, qui vont jusqu'à la prise de sang. OK ? La deuxième chose qui nous a frappé, c'est d'avoir fait un test, ce n'est pas anodin, et nous, dans notre idée de offrir ce test parce qu'il existe, et donc l'encadrer, finalement, on ne fait peut-être pas que du bien, et c'est toujours la question, est-ce qu'on ne nuit pas en proposant un test comme ça? Quelle est notre puissance de nuisance, finalement, par rapport à ça? Et on s'est rendu compte, et ça c'est une première étude qu'on a fait, et on a bien réfléchi comment il fallait contacter les gens, vous pouvez imaginer, après un test. La dépression est très fréquente. Je vais vous montrer quelques détails de cette étude que Marcella avait conduite. C'est-à-dire que on a demandé à une psychiatre de voir avec les personnes qui ont fait le test et qui étaient soit non porteurs ou soit porteurs, de l'évaluer leur dépression, leur désespoir, leur anxiété, leur coping, et regarder ce qui s'est passé aussi s'ils sont passés à l'acte pour les suicides. Ce que vous pouvez voir, c'est entre les non-porteurs, donc ceux qui vont bien, il y a quand même un quart qui sont toujours déprimés. Après, à peu près, on était à 5 ans après le test. Donc on n'est pas à 1 semaine après le test, on est à 5 ans après en moyenne.
Et chez les porteurs, ce chiffre est plus élevé. Il est de presque 60%. Et pourtant, ce n'est pas significatif parce que c'est des petites équipes, mais ils sont déprimés. Ce qui est plus intéressant peut-être encore, c'est que dans les tentatives de suicide, qui heureusement ne sont pas très fréquents et pas réussis toujours, il y en a plus chez les non-porteurs. Donc il y avait une chose qui nous a interpellé beaucoup là, à ce moment-là. On s'est dit, mais oh là là, ils sont déprimés, longtemps après, donc il faut qu'on les suive. Et deux, comment on pourrait aider à dépister, là du coup, j'utilise le terme, la dépression un peu plus précocement pour pouvoir la traiter, si nécessaire, avant d'accéder au résultat du test. C'est-à-dire de ne pas être inactif pour les laisser aller dans la dépression tout seul, derrière. Et ce qui nous a fait penser que c'était possible, tout simplement, on a regardé quels étaient les facteurs qui faisaient quelqu'un déprimé derrière, et on a regardé, est-ce que c'est le fait d'être une femme, que la mère est transmettrice de la maladie? Non. Est-ce que c'est le fait d'être marié ou célibataire? Est-ce que le fait d'avoir un projet parental quand on veut faire le test ou pas? Est-ce que c'est l'histoire médicale de la dépression ou est-ce que c'est le fait d'être porteur ou d'être pas porteur? En fait, ce qui sort, c'est uniquement l'histoire médicale de la dépression qui fait que les gens dépriment derrière. Alors vous allez me dire, c'était couru. Ben non. Tout le monde a dit, mais non, c'est parce qu'on est porteur, on va être déprimé. Non. Est-ce que c'est parce qu'on a eu le projet parental par rapport à juste le fait de le savoir pour d'autres raisons? Un peu, oui. C'est-à-dire au moment où on va venir, parce qu'on a envie d'avoir un bébé et de ne pas lui transmettre la maladie, on vous dit vous êtes porteur, où les choses vont se compliquer, parce qu'on va devoir passer par un diagnostic prénatal peut-être, un diagnostic préimplantatoire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Diagnostic préimplantatoire, ça peut durer pas mal d'années, et la maladie est là, elle attend. Tout ça, ça complique un peu les choses, et là, la dépression va être plus au premier plan. Donc, on les prend en charge différemment depuis qu'on sait ça. Je pense que c'est important. La troisième chose qui nous a frappé, c'était que le diagnostic prénatal, et là je viens dans la parentalité, excuse-moi que ça arrive un peu tard, mais c'est une chose après l'autre, que le diagnostic prénatal est finalement très peu fréquent après un résultat défavorable. Alors attention, on nous a tous dit, attention, on fait le test parce qu'on veut savoir qu'on est porteur, en tout cas beaucoup entre eux, pour ne pas transmettre la maladie. Ça vous semble logique, vous? Oui, vous n'êtes pas porteur, enfin vous n'êtes pas à risque. Mais ce n'est pas ce qu'ils font les gens. Même pas du tout. C'est-à-dire, vous voyez ici en orange, même schéma que tout à l'heure, enfin à peu près, parce que ce n'est pas exactement les mêmes choses. Si, ça. Vous voyez en orange le nombre de diagnostics prénataux. Donc je vous ai dit, sur le 2004, là, où on avait 85 qui a eu leur résultat, la moitié sont porteurs. 42 donc. Sur le 42, allez, j'en enlève 5 qui sont trop vieux pour avoir des enfants. Mais les autres? Mais c'est ça, il faudra avoir le nombre de grossesses, le nombre de diagnostics prénataux sur le nombre de grossesses. Alors ça, c'est difficile parce que les couples vous disent pas toujours s'ils ont eu des enfants sans rien faire, parce qu'ils se sentent un peu honteux. Mais on a fait cette étude-là avec un effort européen, et en fait, il y a un peu moins de grossesse chez les porteurs, mais pas beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est comparable avec ceux qui ne sont pas porteurs. C'est-à-dire les deux groupes, non porteurs ou porteurs, ont un peu moins de grossesse qu'attendu pour leur âge, mais les deux. Et ceux, mais pas significativement différents, et ceux qui sont porteurs ne font pas de diagnostic prénatal. Donc quand même, on a regardé ça. Première chose qui saute aux yeux, n'est-ce pas? Et là, quand on regarde ici en orange, donc vous voyez que c'est peu de diagnostic prénatal demandé. Et là, en plus, je l'ai compté, même si c'est le même couple qui faisait plusieurs fois alors. Parce que dans les maladies autosomiques dominantes, vous avez forcément, si vous avez fait une première tentative et le fœtus est porteur et il y a une IMG, le deuxième peut l'être aussi porteur.
Donc, on a regardé s'il y avait une différence entre les maladies. On s'est dit, dans la maladie de Huntington qui est sévère, cognitive et difficile, est-ce qu'il y a plus de diagnostics prénataux demandés? Eh bien, c'est 17% à peu près. Mais dans les ataxies cérebelleuses où il n'y a pas d'atteinte cognitive, où c'est moteur, c'est une atteinte de l'équilibre, grave aussi, mais néanmoins, il y a le même nombre de diagnostics prénataux. Donc, ça ne doit pas être ça. C'est quoi alors? On ne sait pas, mais on a fait une étude récente, parce qu'on s'est dit on va demander aux femmes qui ont fait un diagnostic prénatal un premier, qu'est-ce qu'elles font après? Parce que c'est pareil, vous ne voulez pas transmettre, donc on va dans le tout petit échantillon qui va faire un diagnostic prénatal, mais on va dire, mais puisque c'est dominant, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et ce qui est intéressant, c'est quand on a fait un premier diagnostic prénatal qui était défavorable, donc avec une interruption de grossesse à la clé, eh ben, il n'y a que 17% après qui ne font pas une deuxième grossesse. Mais ceux qui font une deuxième grossesse, dans la plus grande partie, donc 83%, il y en a 3 sur ceux-là, donc un petit nombre, qui ne vont rien faire, juste à faire une deuxième grossesse, sans intervention, sans diagnostic prénatal, sans rien, tant pis, on va bien voir ce qui va arriver. Et les autres vont essayer avec une PMA. Quand c'est un bon résultat, c'est-à-dire premier diagnostic prénatal, fœtus pas porteur, on garde la grossesse, c'est bien. Ils ne font plus rien après. Enfin, 60% ne font plus rien. Donc, c'était vraiment le diagnostic prénatal est utilisé pour avoir un bébé. Et si on n'a pas, on recommence. Si on a un, on arrête. Comme quoi, c'est vraiment difficile. Et c'est difficile, et on le sait déjà, mais c'est peut-être ça qui explique qu'il y a peu de gens qui le font finalement à la fin. La deuxième chose qui nous a beaucoup frappé, c'est un peu petit, mais je vais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe finalement avec l'information à l'enfant? Un enfant né du diagnostic prénatal, il n'est pas porteur, mais il est dans une famille avec la maladie. Les parents, la parentalité est toujours là, il y a toujours des parents malades, probablement son parent malade, que ce soit la mère ou le père, au moment où il devient adulte, il est maintenant malade, le parent. Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'il, lui, ne pouvait pas avoir la maladie? Et bien, on a posé la question, mais est-ce que cette information était transmise à cet enfant? À quel moment on lui a dit qu'il n'était pas à risque de développer la maladie, malgré le fait qu'il est né dans une famille avec cette maladie? On était très étonnés de savoir qu'il n'y avait que 18% des femmes porteuses qui avaient donné le statut à leur enfant, et par contre dans les conjoints, que ce soit de la femme ou de l'homme, il y a 50% qui l'ont dit aux enfants. Donc en fait, c'est le conjoint pas malade qui va le dire à l'enfant, tu n'es pas porteur. Mais pas à tous. Je me suis rendu compte de ça un jour où j'ai rencontré une femme qui a fait un diagnostic prénatal, revu une femme qui avait un diagnostic prénatal avec moi 20 ans avant, qui était 17 ans avant, puisque son fils de 17 ans l'a accompagné. Et je lui dis bonjour Kevin, je lui dis comment ça va? Oui, ta maman, c'est pas très bien en ce moment, mais comment vas-tu à l'école et tout ça? Il me dit j'ai peur d'avoir la maladie. Je dis pardon? Moi je savais qu'il était né avec un diagnostic prénatal, qu'il n'était pas porteur. Donc on lui a dit ce jour-là, mais il ne savait pas. Donc il a appris qu'à 17 ans. Il a été très surpris. Et je pense que ça nous a beaucoup surpris. Et soulagé, celui-là. Oui, très. Pardon? Est-ce que vous avez demandé justement à ses parents pourquoi, oui. pour quelle raison ils ont fait Ils voulaient attendre la maladie de chez eux pour leur dire. Voilà. Ils voulaient le dire, mais puisque dans la maladie de Huntington, il est très compliqué de déterminer sa propre maladie quand elle survient, il est compliqué de savoir à quel moment il faut en parler. Vous ne savez pas forcément à quel moment vous allez être malade. C'est l'histoire du miroir tout à l'heure. Les femmes, d'ailleurs, c'est intéressant en consultation, quand je leur demande, parfois si j'ai la chance qu'ils me disent qu'ils ne vont pas faire de diagnostic prénatal, parce qu'elles ne le disent pas forcément en consultation directement, mais quand elles le disent, je leur demande, mais
pourquoi ils ne veulent pas avoir recours pour ne pas transmettre la maladie, ils me disent mais je ne veux pas me supprimer moi-même. Et je pense que ça dit bien la complication quand même de tout ça. Et pourquoi dans 40 ans? Moi, je ne suis pas encore malade, je vais être malade dans 20 ans. Tout ça, c'est une question de temps. Et je pense que c'est ça que tu vas reprendre pas mal. Donc si j'ai encore un peu de... Je voudrais venir sur ce point et je vais après passer la parole à Marcella, mais de se dire, mais est-ce que la prédiction... Parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé en consultation, mais si je sais, est-ce que je ne vais pas commencer plus tôt? Si je ne sais pas, je vais me poser des questions sur mon statut, mais si je sais. Et du coup, on s'est dit, mais peut-être c'est vrai. Alors, dans la maladie de Huntington, la mutation me permet d'estimer un âge de début. Parce que la mutation est une répétition d'un motif, et plus ce motif est grand, plus la maladie commence tôt. Donc, je peux faire un calcul avec l'âge, on peut faire un calcul, ce qu'il est, et qui fait une estimation d'âge de début. De ce qu'on a fait ici. On a estimé l'âge de début basé sur la mutation et l'âge de la personne, et on a regardé à quel moment ils ont commencé. Ce que vous voyez avec les points qui sont au milieu, ça correspond à ce qu'il a été estimé. Les points qui sont en dessous, la personne a commencé beaucoup, beaucoup plus tôt. Moins 20 ans avant l'âge calculé. Et au-dessus, il a commencé plus tard que l'âge estimé. D'accord? Ça, c'est les gens qui ont fait un test présymptomatique. Donc, nous, en premier réflexe, quand on a vu ça avec Marcella, on dit « Oh là là, ils commencent beaucoup souvent trop tôt. Ils ont raison. On avance leur âge de début parce qu'ils savent. » Alors, on a pris vite fait une autre population qui n'ont pas fait le test présymptomatique, mais on a fait le même calcul et on a vu que c'était la même distribution comme ça, avec beaucoup de gens qui ne commençaient pas du tout à l'âge prédit par cette formule basée sur l'âge et la mutation. En fait, on s'est rendu compte que c'est plutôt la formule qui est mauvaise. Mais la question restait entière du coup. Du coup, on s'est dit, mais quand même, il y a quelque chose dans... C'est très peu précis d'abord, la mutation, la formule, il ne faut pas l'utiliser. Ça, c'était clair pour moi de toute façon, mais voilà, c'était bien démontré. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le fait de le savoir qui rend les gens plus malades avant l'heure? C'est une question. Et on a fait ce risque de la prédiction, c'est-à-dire ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il s'auto-observait surtout. Et dans ce tableau qui est difficile à lire, mais je vais vous souligner quelques chiffres importants, c'est que des personnes qu'on a revues en moyenne 7 ans après leur test pour savoir s'ils avaient ou pas développé la maladie et comment ils se sentaient. Et sur ceux qui n'avaient pas développé la maladie, qui étaient vraiment des porteurs présymptomatiques, on leur posé la question comparé à ceux qui avaient déjà des petits signes. Ce qui est important là, c'est que sur l'ensemble, les gens ont bien accepté leurs résultats. Et c'est important, donc ils trouvaient que c'était une bonne idée de faire le test, c'est ça que je veux dire. Et en même temps, ils sont complètement obnubilés par l'idée d'avoir des signes de la maladie. 78% pensent qu'ils ont des signes de la maladie déjà. Et ils n'en ont pas. Enfin, ils n'en ont pas. Ils vont bien, ils ont été examinés, ils n'ont rien. 74% des gens porteurs qui n'ont rien pensent qu'ils ont des signes. Et pire encore, moi je trouve, ça m'a le plus touchée, ils pensent que les autres personnes autour pensent qu'ils ont des signes. Ça veut dire qu'on les regarde tous déjà comme un malade. On a eu quelques exemples. Là, surtout des gynécos pour des prénataux qui ont forcé une dame, dernièrement, ça nous a énormément perturbée, une dame qui était porteuse, qui avait fait 2 interruptions de grossesse, 2 IMG pour un diagnostic prénatal défavorable et qui a décidé de faire un bébé comme ça. Donc elle s'est fait suivre dans une maternité normale et donc les antécédents apparemment, elle a dit qu'elle était à risque.
pour la maladie de Huntington, elle qui avait fait le test et qu'elle était porteuse. Eh bien, le gynéco voulait que je lui fasse un mot comme quoi elle était porteuse et que je signe qu'elle ne veut pas faire le test, test diagnostic prénatal et tout ça. Et elle a été extrêmement touchée par le fait qu'il la considère comme quelqu'un de malade et qu'elle ne peut pas avoir ce bébé sans faire un diagnostic prénatal en sachant qu'elle n'a rien actuellement. Et donc, elle nous a fait ce mail en disant « mais je suis malade avant l'heure ». Et je pense que cette partie-là, les gens qui considèrent l'autre et qui pensent, eux, qu'ils sont considérés par les autres comme déjà quelqu'un de malade, avec déjà des symptômes, même s'il n'y en a pas du tout, ça, c'est un chiffre qui nous a beaucoup impressionnés, qui est beaucoup plus net que chez d'autres, peut-être, qui ont déjà des symptômes et qui disent « non, les autres ne le voient pas ». Je te laisse prendre la suite. Alors, je pense qu'avant de commencer, j'avais envie de restituer aussi notre présentation dans notre collaboration, parce qu'il y a ici beaucoup de cliniciens, beaucoup de futurs cliniciens qui travaillent comme moi avec des somaticiens, et je pense que notre travail ensemble et tous ces parcours que nous faisons depuis 25 ans est aussi quelque chose dont il faut pouvoir rendre compte dans ce type de lieux. On a très rarement l'occasion de les dire. Et Sylvain parlait d'Évreux, des complémentarismes. Et je pense que tout ce travail qui s'est fait depuis les débuts de notre travail ensemble est un véritable travail à la d'Évreux. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, et existe toujours, bon, à la fois une grande passion par ce que nous faisons, qui vient probablement de nos histoires personnelles, de là où on vient, mais aussi de cette clinique particulière que, comme vous l'avez senti, est une clinique tout à fait particulière, pour différentes raisons. La première raison, c'est que nous sommes confrontés à rencontrer Alexandra en tant que généticienne, moi en tant que psychologue. Nous rencontrons des personnes qui viennent poser une question à la médecine autour de leur avenir. Donc on est bien dans le domaine de la prédiction. Et en conséquence, vous pouvez l'imaginer, parce que j'imagine que vous avez tout au long de l'exposé d'Alexandra, vous vous êtes nécessairement identifié, vous avez pensé à vous-même, vous vous êtes interrogé. Qu'est-ce que je ferais si j'apprends demain que un tel ou un tel, ma mère ou mon père est porteur d'une telle maladie? Est-ce que je voudrais savoir ou ne pas savoir? Et donc, nous sommes réellement d'emblée dans quelque chose qui est un concentré d'humanité, qui est la question des rapports que l'homme entretient avec la question du savoir. Vaut-il mieux savoir quelque chose de mon avenir pour pouvoir m'y préparer, pour pouvoir avoir en tout cas l'illusion de le contrôler, ou vaut-il mieux rester dans l'ignorance, dans une ignorance choisie, je pense que ça c'est quelque chose d'important, je vais revenir sur ces points tout à l'heure, et donc nous sommes d'emblée dans des thématiques qui sont des thématiques d'une grande densité parce que ça rassemble des questionnements humains essentiels. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un point. Donc, il y a la passion et il y a aussi ce qui vient de la clinique aussi, qui ne nous laisse pas indifférents parce que je parlerai après de notre positionnement, de notre transfert et de notre contre-transfert vis-à-vis de ces personnes-là. Je pense que vous le sentez bien, on ne peut pas être indifférent à cette problématique et on ne peut pas se questionner soi-même sur son rapport à la temporalité, son rapport au savoir et à la liberté aussi de ne pas savoir.
Donc, dans l'histoire de la médecine, je pense que la médecine prédictive occupe une place très importante parce que elle est venue renverser un modèle paternaliste dans lequel le médecin, lui, il sait ce qui est bon pour son patient. Le modèle de la prescription, les modèles du médecin qui donne, qui remplit une ordonnance en quelque sorte, est complètement renversé dans la médecine prédictive. Médecine prédictive, comme vous avez vu, où la personne qui est en face du médecin n'est pas un patient, puisqu'il n'est pas encore malade. Ça change les rapports entre un médecin et la personne qui est en face, puisque le médecin a l'habitude d'avoir quelqu'un qui est affaibli par sa maladie. Et là, il n'y a pas des personnes affaiblies par sa maladie, il y a un sujet qui vient interroger le généticien sur son statut génétique et, en quelque sorte, formule une demande d'avoir une information qui concerne son avenir. Donc, ça, c'est un point très important dans le dispositif de ce type de consultation et dans le changement qui s'est opéré dans la relation médecin-patient. Un deuxième point dont tu as parlé, Alexandra, quand tu as parlé du tableau, avec les nombres des demandes et les nombres des résultats, vous avez bien saisi qu'il y avait un nombre de demandes initiales et un peu moins de résultats. Et qu'il y a une différence de presque 30% entre les personnes qui viennent demander ce test et qui le font effectivement. Donc il y a un taux d'abandon. Il y a des personnes, les mots abandon, on en a beaucoup parlé, c'est pas un bon mot, parce que les mots abandon est déjà connoté, alors que pour nous, lorsque une personne vient nous rencontrer et que après cette phase de réflexion, elle décide de ne pas faire le test, c'est pas un abandon, c'est tout le contraire, c'est un acte qui relève d'une forme de liberté, que le sujet a pu justement se saisir de cette liberté pour décider de ne pas savoir qui n'est pas du côté de l'ignorance ou qui est du côté de je ne veux pas savoir, c'est je ne veux plus aller plus loin parce que je décide, en tout cas pour le moment, de continuer à vivre dans l'incertitude. Et ça, il faut dire que ce qui était créé dans ce dialogue entre la psy et la généticienne a été quelque chose d'essentiel en termes de philosophie de ce type de consultation qui véhicule et qui laisse entendre aux personnes qui nous rencontrent que nous faisons aussi l'éloge de l'incertitude. Ce qui est rare aujourd'hui dans la médecine, qui est une médecine des certitudes, qui est une médecine positiviste. Voilà, là il y a l'éloge de quelque chose qui pourrait être du côté du négatif, c'est-à-dire de quelque chose qui pourrait ne pas se faire et qui pourrait aussi être valorisé comme un acte de liberté. Donc ça sont des choses qui sont très importantes et qui distinguent notre manière de travailler, notre conception de cet accès au savoir, que, comme vous l'avez bien senti, est un savoir compliqué, puisque quand les gens sortent de l'hôpital, après avoir réfléchi, avoir décidé qu'ils souhaitent savoir, ils se trouvent en possession d'un savoir sur leur avenir avec lequel il va falloir vivre. D'où l'importance de tout ce travail qui s'est fait en amont. Justement, je vais en dire un mot, puisque c'est la spécificité, et Stéphanie va sûrement vouloir intervenir, c'est la spécificité du travail du psychologue dans ce type de consultation. Et aujourd'hui, je voulais justement parler du travail du psychologue, du clinicien dans ce type de consultation, parce que j'en parle très rarement, et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire comment
ces types d'entretiens, c'est modélisé, mais pas dans le sens de modèle. C'est pas un modèle d'entretien, mais comment, au fur et à mesure des années, il y a eu une construction qui s'est faite sur la manière de conduire l'entretien, sur le positionnement du psychologue dans ces types d'entretien, où vous comprenez bien que ce n'est pas le psychologue qui est dans son cabinet, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte, ou qui l'appelle au téléphone et qui lui dit « Je veux vous voir ». J'ai envie de commencer une psychanalyse, une psychothérapie. Là, on n'est pas du tout dans ces schémas-là. On est à l'hôpital pour des personnes qui viennent demander un test génétique, n'est-ce pas? Et le médecin qui les voit en premier lieu va lui dire « D'accord, si vous voulez savoir, vous allez rentrer dans une phase de réflexion, vous allez voir un psychologue. » C'est quelque chose qui peut être imposé, donc on peut imaginer qu'il est imposé, mais qui en même temps fait partie de la démarche en elle-même. Et il est rare, et ça, je pense que ça fait aussi partie de ce travail de co-construction qui s'est fait, que quelqu'un ne comprenne pas pourquoi il est là, en train de voir un psychologue, parce que les médecins qu'il a vus en amont a eu, voilà, dans sa manière de l'expliquer, de le transmettre, a eu, voilà, cette capacité de le faire sentir pourquoi il devait rencontrer un psychologue avant de faire le test. Ça, c'est assez exceptionnel. Je pense que Stéphanie pourra en dire aussi quelque chose. C'est très médecin dépendant aussi, hein, parce que ça dépend beaucoup du médecin qui propose et qui dit, voilà, vous allez voir le psychologue. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, le médecin a dans sa tête, finalement, une représentation de ce que cet entretien peut apporter. Et il va le proposer d'une telle ou une telle manière. Et il est vrai que parfois, les gens peuvent arriver un peu terrorisés, un peu angoissés, en pensant, comme tu l'as bien dit, que nous sommes, nous les psys, dans ce type de consultation, en tant que techniciens de la psyché, à donner un avis, à évaluer et à mettre ces tampons dont tu as parlé, alors qu'en effet, notre travail est bien loin d'un travail d'évaluation. Nous ne sommes pas là pour évaluer la capacité du sujet à justement assimiler un résultat. Ce n'est pas du tout notre rôle, on n'est pas là pour évaluer, on n'est pas là pour juger, et ça, ce sont des choses que, au début de l'entretien, sont importantes à formuler. On n'est pas là pour donner un avis sur votre capacité à faire le test. Voilà, on est là plutôt pour aider la personne dans ce temps précis, qui est un temps où elle doit rentrer dans un processus de prise de décision. Faire ou ne pas faire le test. Donc, je dirais un mot sur la spécificité du rôle du psychologue. Aujourd'hui, je vais les dire parce que j'en parle jamais. Mais l'entretien dans ce type de consultation est un entretien particulier à plusieurs titres. D'une part, quand on reçoit des personnes, on a quand même une pression assez importante. Je ne sais pas, Stéphanie, qu'est-ce que tu pourras en dire? Parce qu'on s'est dit, peut-être cette personne, je vais la voir une seule fois et je ne la verrai plus jamais. Donc, il y a, si vous voulez, le sentiment qu'il faut remonter ses manches. On ne peut pas s'asseoir et laisser venir seulement ce qu'on pourrait faire habituellement, c'est vrai. Moi, je fais d'autres types de consultations et je ne fais pas ce geste-là. Quand je me vois le jeudi après-midi, je me vois remonter mes manches, sincèrement. Pourquoi? Parce que je me dis, peut-être je verrai cette personne une seule fois et il y a un certain nombre de points que je dois soulever avec elle lors de cet entretien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe
Et je vais être en face d'elle, dans une position d'écoute. Je vais l'aider à mieux s'écouter, à mieux s'entendre dire ce qu'elle a à dire, mais je vais être dans une position aussi de lui prêter à certains moments mon appareil à penser. Je vais être dans une forme de proposition des pensées qu'elle n'a pas abordées, en tout cas d'emblée. Donc, l'entretien est un entretien tout à fait libre, où la première chose que je demande aux personnes que je reçois, c'est présenter, c'est-à-dire que je ne suis pas silencieuse, je ne fais pas asseoir les personnes et je ne parle pas. La première chose, je leur demande de se présenter, je me présente à elles aussi. Et puis, il y a 5 points qui sont importants dans ma tête dans cet entretien, mais que je ne vais pas aborder un par un. Je vais laisser la personne les aborder par elle-même. Donc, c'est présenter, que la personne puisse me dire qui elle est, pourquoi elle est là, et quelque chose sur lequel je vais revenir et essayer de situer, c'est pourquoi elle vient demander un test présymptomatique maintenant. C'est-à-dire comment cette demande de test présymptomatique va s'inscrire dans son histoire de vie. Il est parfois surprenant qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont à risque depuis 20 ans. Pourquoi ils viennent maintenant? Qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui, que c'est il y a 2 mois qu'ils ont pris le premier entretien et pas il y a 5 ans? D'accord? Il est vrai qu'il y a des personnes qui viennent d'apprendre qu'elles sont à risque depuis 3 jours, ou depuis 3 jours, non, parce qu'on n'a pas un rendez-vous en 3 jours, mais depuis très peu de temps, parce qu'ils sont allés à l'enterrement d'un oncle, et lors de l'enterrement, une tante les a pris en cachette, il leur a dit « Ton père n'est pas mort de la maladie des Parkinson, il est mort de la maladie d'Huntington », et c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils étaient à risque, et donc, hop, ils viennent tout de suite en consultation. Donc, pourquoi maintenant, mais aussi pourquoi? Essayons de distinguer la dimension manifeste et latente de la demande. C'est-à-dire qu'il y a toujours une motivation qui apparaît d'emblée. Je fais ce test parce que je veux avoir un enfant et je ne supporterai pas de lui transmettre cette maladie. Je n'aimerais pas qu'un enfant souffre de ce que j'ai souffert en tant qu'enfant. Je veux que ça s'arrête. Et là, voilà, tout ça, ça apparaît d'emblée. Et puis, au fil de l'entretien, il peut apparaître d'autres motivations qui sont moins facilement formulées que celles qui vont se dire d'emblée et qui sont aussi très importantes à faire émerger. Elles ne vont pas apparaître toujours, en tout cas pas toujours d'emblée dans le premier entretien, puisque beaucoup de personnes vont revenir 1, 2, 3, 4 fois. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est finalement un dispositif que la personne va s'approprier et elle va l'utiliser. Il y a des personnes que je verrai 1 fois et il y a des personnes que je vais voir des années. Il y a quelqu'un qui a fait un test et qui a pris 7 ans pour faire le test. D'accord? Il a fait un roman d'ailleurs qui s'appelle Le Test, où il raconte tous ses allées-venues avec les différents moments de sa démarche et dans sa démarche de test. Un autre point très important de l'entretien, qui pour moi est une clé de compréhension de beaucoup de choses, c'est l'exploration du risque subjectif. Donc, comme vous avez bien compris, le risque, c'est un risque que le médecin peut déterminer, qui est un risque à 50%. Ça, c'est les risques objectifs. Et les personnes, quand elles viennent me rencontrer, quand ils viennent voir le psychologue, en général, dans ce type de consultation, ils ont déjà eu une consultation avec un généticien. Pourtant, les personnes ont un risque subjectif. Qu'est-ce que c'est le risque subjectif? Le risque subjectif, c'est une représentation, c'est une construction, c'est comme un roman que la personne va
créé autour de son propre risque et qui n'a parfois rien à voir avec le risque objectif à 50%. D'accord ? Nous l'avons bien défini, le risque. Donc, le risque subjectif est l'ensemble des représentations psychiques que la personne a. Elle s'efforce sur son propre statut. Il est une création individuelle qui résulte d'une jonction entre la théorie profane que le sujet à risque se crée sur son statut et une question liée à sa propre filiation. Nous pouvons le comprendre et l'analyser comme une création individuelle d'ordre métaphorique chargée de significations. Qu'est-ce que veut dire tout ça ? Ça veut dire que, à un moment donné, dès l'entretien, je vais explorer ce risque subjectif et je vais rappeler à la personne, je vais lui demander quel est son risque, parce que parfois, malgré toutes les explications que le médecin a fait, les généticiens sont des grands dessinateurs et des grands pédagogues. Moi, je suis toujours très impressionnée de voir tous les schémas qu'ils font pour essayer d'illustrer le propos. Malgré les explications que le médecin tente de donner, il y a une forme de confusion des langues qui s'est créée entre ce que le médecin tente d'expliquer avec des moyens parfois très importants, avec beaucoup d'insistance, avec des graphiques, des gestes, n'est-ce pas ? Et ce que la personne a pu comprendre, saisir. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a cette dimension subjective des représentations, cette dimension fantasmatique qui est en lien avec sa filiation, sa famille fantasmatique. Vous voyez le schéma qu'Alexandra vous a montré avec tous ces cercles, ces carrés, c'est bien loin de la famille fantasmatique. Donc il y a des moments où il y a des confusions des langues entre ce qui était dit et ce qui était compris. Donc j'interroge la personne sur quel est son risque et je vais poser la question à un moment donné de l'entretien, je vais lui demander, mais vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que comment vous vous imaginez ? Quel est votre risque à vous ? Et là, c'est probablement c'est un moment fort de l'entretien parce que la personne, elle va elle va partager avec vous sa conception, sa perception de son propre risque. Et donc, elle va renoncer, comme je viens de vous le dire, des théories qui sont des théories complètement irrationnelles, n'est-ce pas ? Par exemple, ma mère m'a toujours dit qu'elle m'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas me transmettre. Je suis sûre que je ne suis pas porteur. Ou je ressemble tellement à mon père, je lui ressemble tellement physiquement, je lui ressemble, donc je vais être porteur. Donc il y a pour chacun un risque qui est subjectif. Par exemple, vous voyez, on voit il y a maintenant quelques années une femme qui, elle, vient en consultation vers l'âge de 38 ans et elle nous dit que sa grand-mère, sa mère et sa tante étaient mortes de la maladie d'Huntington. Et elle est convaincue qu'elle va mourir comme sa grand-mère, sa mère et sa tante. Elle va avoir bientôt 40 ans. Elle arrive à l'âge où les autres femmes ont commencé la maladie, elles sont décédées, et elle vient pour savoir si elle est porteuse ou pas du gène. Et elle dit quelque chose, je trouve que c'est réellement très intéressant. Elle dit, dans l'après-coup, elle va reconstruire comment elle a compris qu'elle était à risque. Elle a 38 ans, mais elle revient sur sa vie d'enfant et elle dit, à 8 ans, lorsque sa mère est morte, elle va à la morgue de l'hôpital avec son père
Et devant le corps de sa mère, décharné par la maladie d'Huntington, elle dit « J'ai pris une décision radicale sur laquelle je ne suis jamais revenue. Je me revois très bien à la morgue de l'hôpital. Il n'est question pour moi ni de me marier, ni d'avoir d'enfants. Je ne veux absolument pas prendre le risque de transmettre la maladie. » N'est-ce pas? Là, on voit bien. Elle raconte cela, elle a 38 ans, mais dans cette reconstruction qu'elle fait, elle ressent que sa volonté de ne pas transmettre la maladie, sa conviction, sa certitude qu'elle allait être porteuse, parce qu'en effet, elle a tout fait pour se priver d'une vie de femme, de rencontrer un homme et d'avoir des enfants. D'accord? Elle est devenue bonne sœur. Encore un détail important, parce que le risque subjectif n'est pas qu'une production qui vient de soi, elle se construit et se façonne avec le regard des autres aussi. Elle va dire « J'ai l'impression que dès ma naissance, j'étais l'objet d'un regard interrogateur, inquiet et même angoissé. Dès mon berceau, la même question se pose sur moi. Quel sera l'avenir de cette petite fille? Ne sera-t-elle pas comme sa mère? » Donc vous voyez que le risque subjectif est une construction qui s'est faite aussi par la place que chacun a dans ces familles-là. Parce que c'est ça qui est singulier. Hein. Dans ces familles-là, il y a aussi des constructions et des mythes et des théories profanes qui circulent autour de la maladie génétique dans la famille. Par exemple, dans le cas de cette femme, vous avez bien compris que la maladie touche autant les femmes que les hommes. D'accord. Dans cette famille, par hasard, elle a touché que les femmes, puisque c'est 50% le risque. Donc, dans une famille, on peut dire, dans cette famille, la maladie ne touche que les femmes. Ce sont des théories profanes. D'accord. Ça bouge beaucoup chez moi, comme ça. Alors, je voulais aussi dire deux choses qui sont importantes par rapport... Je n'ai pas fini sur l'entretien, donc je reviens. Donc, l'exploration du risque subjectif. Et puis, deux autres points. Le premier, c'est le travail d'anticipation du résultat. Voilà. Et là, c'est un moment aussi qui est important parce que il faut dire que vous voyez bien qu'on est dans une consultation où il y a un traumatisme programmé, en quelque sorte. Il est programmé d'avance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la question qu'on se pose, c'est comment parer? Que peut-on faire pour essayer d'amortir, de proposer un par-excitation à ces traumatismes qui est programmé à l'avance. C'est la différence du jour où vous allez chez le radiologue, vous faites une mammographie, vous allez tranquille, comme tous les ans, et ces jours-là, on vous dit, écoutez, maintenant, on va faire une biopsie, il y a des images suspectes, on n'est pas du tout dans le même tableau. Parce que là, il y a quelque chose qui va se préparer. À l'issue, il y aura un résultat, qu'il soit favorable ou défavorable, il sera là, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que dans tout ce travail que nous avons fait pendant des années de réflexion, au moment où la consultation s'est mise en place, au moment aussi où moi je faisais ma thèse, des travaux ont été d'une grande importance. Pourquoi? Parce que toi, dans ta thèse, on était jeunes à l'époque, toi, tu travaillais sur la valeur de l'anticipation,
chez des parents qui avaient été séparés de leur enfant d'une manière inattendue après la grossesse. Et tu avais dans ce travail, et je te remercierai jamais assez, parce que tu m'as mis dans les mains un concept qui était pour moi fondamental, et pour nous, c'est devenu un concept tout à fait porteur de sens, qui est le concept d'anticipation. Et l'idée que, comme tu le disais dans ta thèse, les femmes qui avaient pu anticiper que quelque chose d'une séparation pouvait intervenir au moment de la grossesse étaient, pour le coup, mieux préparées pour encaisser, pour faire face à cet événement de séparation que celles qui ne l'avaient jamais pensé, jamais anticipé. Eh bien, ça, ce concept-là est un concept clé dans ces consultations où on est dans un traumatisme en quelque sorte programmé. Et bien entendu, le concept de angoisse signal et d'anticipation sont devenus des concepts clés. Je pense que toutes les psychologues qui travaillent dans ce type de consultations, ce sont des concepts qui sont très porteurs au moment de l'entretien, parce qu'en quelque sorte, si on n'arrive pas à mobiliser l'angoisse signal, si on n'arrive pas justement à aider la personne à faire un mouvement d'anticipation vers les deux scénarios possibles, probablement notre travail, on va avoir, en tout cas, je pense que moi je l'éprouve ainsi, un sentiment qu'on n'a pas fait bien notre travail. C'est-à-dire que, en quelque sorte, quand l'entretien va finir, je vais me dire, est-ce que je ne dois pas revoir cette personne? En tout cas, je vais le proposer si j'ai c'est éprouvé, clinique, que l'anticipation n'a pas pu avoir lieu. Qu'est-ce que c'est l'anticipation? C'est d'une certaine manière que la personne ait pu se projeter, ait pu imaginer, ait pu penser aux deux scénarios possibles. Je vais être porteur, je ne serai pas porteur. Mais ce travail d'anticipation, c'est pas facile. Et là, c'est remonter les manches, c'est peu dire. Parce que parfois, on est devant des personnes qui ne veulent pas anticiper, qui ne veulent pas penser. Stéphanie fait comme ça, parce qu'elle sait, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a en quelque sorte une forme de corps à corps dans ces entretiens. Voilà, il y a quelque chose qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le positionnement, dans l'attitude qu'on est dans notre clinique habituelle. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais on sent qu'on a une forme de pression aussi qui vient de la gravité de ce qui va se passer. Parce que vous imaginez que prendre la décision de savoir, pour quelqu'un, implique de se rencontrer avec un résultat défavorable, donc avec l'information sur une maladie à venir, maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, il n'y a aucune prévention, et de plus, il a devant les yeux, en quelque sorte, le miroir de ce qui pourra devenir plus tard. Parce que la maladie, elle s'exprime d'une manière stéréotypée. D'accord ? Voilà, donc anticipation à la fois parce qu'il faut mobiliser l'angoisse signal, anticipation aussi parce que probablement l'anticipation est l'antithèse de la prédiction. Et que lorsque la prédiction, justement, elle va en effet lever l'incertitude, elle va donner une information sur une maladie à venir. En termes psychiques, on peut dire que la prédiction produit un télescopage du temps. Pourquoi? Parce que toute prédiction rend présent l'avenir. Vous êtes d'accord? C'est ça la prédiction. Une prédiction rend l'avenir qui devait être inconnu, incertain. Dans l'ombre, il les rend, il les présentifie. C'est ça la prédiction. Et tout le risque de la médecine prédictive
est centré justement peut-être sur cette violence qui produit la prédiction. Donc, la prédiction est l'anticipation et l'antithèse de la prédiction. Un dernier point que je voulais souligner par rapport à l'entretien, c'est la dernière dimension, c'est essayer de penser, quand on est devant, dans ces situations d'entretien, quelles vont être les ressources internes que la personne va pouvoir déployer pour faire face au traumatisme programmé de l'annonce. Traumatisme programmé que, comme vous l'avez très bien saisi dans ce qu'Alexandra a dit, concerne à la fois les porteurs, mais aussi les non-porteurs. C'est étrange. Comment un bon résultat peut paradoxalement provoquer un traumatisme aussi, également. Donc ça, ce sont des choses à réfléchir. Vous avez vu, je pense que dans la discussion, on va y revenir, la dépression très fréquente dans le groupe des non-porteurs aussi, et puis les suicides dans le groupe des non-porteurs. Ce sont des points importants sur lesquels je pense qu'on va revenir. Donc, quelles ressources internes la personne est là pour pouvoir faire face au potentiel traumatisme du résultat? Eh bien là, il faut aussi, comme vous l'imaginez, avoir des données de sa vie et d'autres traumatismes qu'elle a pu vivre dans le passé. Et pouvoir les réévoquer lors de l'entretien nous permet de comprendre comment elle a pu faire face à d'autres événements passés, qu'est-ce qu'elle a pu mobiliser pour y faire face, pour essayer de les dépasser. Donc ça, c'est un moment aussi qui est important de l'entretien. Je ne sais pas si toi, Stéphanie, tu l'évoques aussi, mais je trouve que évoquer d'autres moments difficiles dans la vie qui ont pu justement mobiliser chez la personne des ressources ou des difficultés justement est un moment très important. Alors, un point, je vais terminer par ce point-là pour pouvoir après discuter. Donc, comment dans ce contexte que vous venez je pense, de saisir, de sentir, comment imaginer, comment penser un projet parental dans ce contexte-là? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que les gens peuvent en faire avec leur désir de devenir parents alors qu'ils ont à négocier avec cette question de la transmission génétique, à la fois de leur place de futurs parents ou de parents potentiels, et à la fois de leur place d'enfants, des parents qui leur ont transmis cette maladie. Et donc, les choses sont extrêmement complexes. Alors, je me souviens, quand je suis venue au premier chapitre, mais tout au début, ça doit faire 20 ans, au moins, Michel Soulet, lorsqu'il découvrait un peu tout ce travail, était bien sûr surpris, comme tout le monde, du fait que les personnes et des enfants sont demandés un diagnostic prénatal, n'est-ce pas? Parce que c'est tout à fait surprenant. Ils viennent d'une certaine manière pour connaître leur statut génétique, ils veulent savoir s'ils sont porteurs ou pas. Ensuite,
au moment où la décision d'avoir des enfants se pose, finalement, très peu demandent un diagnostic prénatal et les plus grands nombres font des enfants sans les demander. Donc, je me souviendrai toujours, Michel Soulet, il a dit « Les désirs d'enfant n'a rien à voir avec la médecine ». Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il a dit, il a dit que la blessure narcissique que ces personnes ont vécue les amenait en quelque sorte vers la quête d'un enfant. Et qu'il y avait probablement une relation entre la dimension de la blessure et ses désirs de procréer malgré tout à fait. Voilà, je vais m'arrêter là.